Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. نتمنى الله سبحانه وتعالى نتلاقاو في أقرب وقت ممكن غير فاقدين ولا مفقودين ويرفع علينا الله سبحانه وتعالى هاد الوباء والبلاء. Et restez chez vous. Donc on va commencer notre deuxième cours de géologie, les déformations tectoniques qui caractérisent les chaînes de subduction et les chaînes de collision. Avant de parler des déformations tectoniques, on va connaître quelques notions concernant les contraintes tectoniques. Donc, comme vous savez que les chaînes de montagnes coïncident avec des zones de convergence de plaques. Donc, convergence de plaques, ça veut dire contrainte tectonique. Ça veut dire que les roches subissent des forces opposées convergentes. Les roches répondent de manière différente. Alors, si l'intensité de force est très faible, on aura des déformations élastiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la roche peut être déformée, mais dès qu'on arrête les contraintes, la roche revient à son état initial. Donc, ce sont des déformations non permanentes. Alors, si on augmente les contraintes, les déformations seront plastiques, c'est-à-dire la roche sera déformée sans être cassée, et ces déformations sont irréversibles. On parle de déformation plastique. Si on augmente encore l'intensité, alors les roches vont être cassées. Alors ce sont des déformations cassantes. Donc la roche répond par trois manières selon l'intensité des contraintes. Soit des déformations élastiques, soit plastiques, soit cassantes. Alors, quels sont les facteurs de déformation? On a quatre. La pression, la température, le temps, qui est en temps géologique, il faut bien le prendre en considération. C'est un temps géologique en milliers ou bien en millions d'années, et bien sûr la nature de la roche. Donc on a le trait rouge qui délimite deux zones, une zone de déformation cassante, donc dite aussi fragile, et une zone de déformation plastique, dite aussi ductile. Alors la ligne fléchée symbolise l'augmentation des conditions de pression et de température en fonction de l'augmentation des profondeurs. Alors, quels sont les types de contraintes déformant les roches? Alors, soit que les contraintes sont collinéaires, alors on aura des déformations symétriques. Alors, les contraintes ne sont pas coaxiales, donc on va voir un cisaillement, donc des parties qui glissent sur des autres. Donc on aura des déformations qui ne sont pas isomorphiques. Donc on a des couches de référence, des couches horizontales non déformées. Alors si les contraintes sont coaxiales, on obtient des plis symétriques, ce sont des plis droits. Alors si les contraintes ne sont pas coaxiales, on a donc des plis inclinés. Ils sont aussi plus inclinés que la distance entre les deux directions de contrainte est grande. Comme ça, on peut de plis droit, en genou, déjeté, couché, diversé, donc selon les types. Rappelons qu'un pli soit un pli synclinal, soit un pli anticlinal. Donc, un pli formé par deux flancs, ces flancs séparés par un plan qu'on appelle plan axial. Alors,
Normalement, dans la nature, on peut pas, c'est rarement qu'on trouve un pli entier. Donc, parce que la partie supérieure est érodée, donc subit l'érosion, et voilà la surface topographique qui reste. Donc, on peut savoir qu'il y a un pli par les formations rocheuses qui sont les mêmes de part et d'autre de plan axial. Alors, pour les déformations cassantes, donc ce sont des failles, ce sont des cassures, de grandes cassures, donc donc, sont caractérisées par des déplacements des deux compartiments de la faille. Donc, la distance de déplacement est appelée rejet. On a un rejet horizontal et on a un rejet vertical. Alors, sur la partie supérieure, c'est-à-dire le toit, on peut voir les traces de déplacement. Ces traces, ce sont des rayures qu'on appelle miroirs de la faille. Donc, l'axe de déplacement forme avec l'horizontale un angle alpha qui est le pendage de la faille. Voilà. La première, c'était une faille normale. Celle-ci, c'est une faille inverse. On peut avoir même des plis avec des failles. On peut avoir même des décrochements, c'est-à-dire des déplacements horizontaux, mais pas verticaux. On peut avoir des failles composées et on peut avoir des failles normales dans un régime. Des failles normales, normalement, elles caractérisent des ondes extensives, surtout dans le dorsal médio-océanique. Alors, troisième type de déformation tectonique, c'est la nappe de charriage. Nappe de charriage, c'est quoi? C'est un ensemble de terrain qui a été déplacé, donc à l'octone, c'est-à-dire étranger par rapport au terrain de la région, et est venu recouvrir un autre ensemble autochtone, c'est-à-dire d'origine, dont elle était très éloignée à l'origine. Les parties les plus avancées forment donc le front de nappe. Le front de nappe. Voilà. Front de nappe, le front de... Alors, comment se font les charriages? Donc, on a une faille inverse. Puis, après la faille, il y a formation de plis. Un pli, donc, c'est un pli. Donc, c'est un pli donc, qui est oblique. Donc, alors, sous l'action des contraintes qui ne sont pas coaxiales, donc une partie, donc la partie, le toit de la faille, il va être déplacé pour se poser sur un terrain autochtone. Donc on aura une partie chevauchante qui est la nappe, une partie chevauchée. Alors la partie chevauchante peut subir une érosion et il ne reste que des témoins qu'on appelle des clips. Ou bien encore, la partie chevauchante peut être érodée pour donner des trous où on peut voir l'unité chevauchée. Alors, ce trou est appelé fenêtre. Arrivons aux notions de niveau structural. Alors, niveau structural, donc les déformations tectoniques se situent sur trois niveaux structurels, c'est-à-dire niveau structural supérieur, moyen et le front et donc le front supérieur ou bien, ou bien le niveau inférieur. Alors, quand la profondeur augmente, la température croît, la plasticité des roches aussi. Alors, sous l'effet de la pression croissante, les roches subissent des déformations réversibles. En mieux lieu,
grâce à leur élasticité, puis les transformations deviennent irréversibles. On obtient des plis ou bien des failles selon la nature physique. Donc, les niveaux structurels moyens, température augmente aussi, donc ce qui permet un glissement d'un bon sur un bon. C'est-à-dire, ce sont des plis isopaques ou bien on a des failles, ou bien on a des failles, donc inverse. Au niveau structurel inférieur, donc la température augmente davantage et sous l'effet des contraintes plastiques, on a des déformations euh, ductiles sans que les roches se cassent. Donc, on a des plis semblables ou anisopaques. Donc, merci pour votre attention donc, et à la prochaine, Inch'Allah.